Parlons maintenant de cette guéguerre entre guillemets, hein, entre l'UDPS, votre parti, et l'UNCD Caméré. Selon certains communicateurs de votre parti, Caméré serait un animal à abattre puisqu'il aurait livré le chef de l'État à l'Assemblée nationale lorsqu'il a tout de même révélé que le président était sur le point de négocier, mais pas pour vendre le pays. Qu'en dites-vous? Non, écoutez. Ce n'est pas que le président était sur le point de négocier. Le processus de Nairobi, le processus de Luanda, c'était pour faire quoi? C'est pour négocier. Mais écoute ce que le président dit, peut-être que beaucoup ne comprennent pas. Nous comprenons que les Nanga, c'est quelqu'un demain ou après-demain, le même Rwandais peuvent l'abattre. Ils peuvent choisir quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas commencé avec lui. Ils ont commencé avec beaucoup de Congolais qui ont disparu. Certains ont été même à la Cour pénale internationale. Ils savent ce qu'ils font. C'est des pantins qu'on utilise et tout. Le président vous dit que, écoute, moi je préfère encore ne pas parler avec le pantin, mais parler avec toi, le Rwanda, parce que c'est toi qui nous agresse. S'il y a à négocier, s'il y a à échanger, parlons entre États. Maintenant, pour le Rwandais, c'est quoi? On nous expose. Il faut seulement qu'ils fassent semblant de négocier avec le M23. Comme ça, les revendications, ils vont faire passer ça derrière le M23. Ça sera comme un mouvement rebelle dans un pays qui veut négocier pour remettre les choses à la base, faire ceci et faire cela. Donc, le président n'a jamais refusé de parler, d'échanger avec les autres. Maintenant, c'est peut-être là où le président Vital Caméré ne s'est pas bien fait comprendre. Lui, à l'entendre parler, il veut que le président parle avec les M23. Ça sera un recul. Il avait clarifié son opinion. C'était au lendemain de sa déclaration. Il a encore dit aux députés qu'ils sont tenus là au processus de Luanda et de Nairobi, justement. Voilà. Ce sont les deux cadres jusqu'ici. Non, nous sommes politiques. La ville de Goma peut-elle être libérée par la voie diplomatique, sans coup de feu, sans effusion des sangs? Pensez-vous cela? D'abord, je rappelle qu'il y a une grande diplomatie, malgré ce que nous évoquons, qui joue aujourd'hui. La grande diplomatie, c'est que le chef d'ailleurs a réussi, c'est de convaincre tout le monde que celui qui agresse la RDC, c'est Kagame. Ça fait beaucoup d'années, on ne pouvait pas les désigner directement, on ne l'admettait pas dans des ambassades, on disait que c'était un conflit congolo-congolais. Aujourd'hui, tout le monde, même un petit enfant, tous les citoyens du monde, les gens épris de justice et d'humanité, savent qu'il y a un agresseur et c'est le Rwanda. On dit que sur le plan diplomatique, on dit que toutes ces condamnations en cascade, toutes ces kyrielles de condamnations ne sont que de l'hypocrisie, d'autant plus que le Rwanda n'est toujours pas sanctionné. Bien sûr, parce qu'on aimerait bien voir ce qui se passe, par exemple, en Ukraine. Si vous l'avez évoqué, absolument. Voilà. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Bien sûr, c'est de la pure hypocrisie, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y a une politique de prédation de nos ressources minières. Mais bien sûr. En fait, je vous explique un peu. On nous endort. On nous endort. Oui. On va nous embourber dans des histoires. Les prêtres vont venir avec leur dialogue. Vous savez, ce qu'il y a toujours autour de prêtres. Ils vont aller dans une histoire où ils vont amener les gens, ils le mettent dos au mur et puis ils activent leur plan. Il n'y a rien à attendre. Ils pourront éventuellement mettre Nanga et Tshisekedi sur une même table de prêtres. Écoute, Nanga, en conférence de presse, a dit qu'il mettrait des prêtres pour gérer la transition. Vous avez suivi un prêtre faire un démenti ou rejeter l'offre? Le temps n'est pas encore là. Non, je dis, est-ce que vous avez suivi un prêtre? Nanga fait une conférence de presse dans laquelle il dit qu'il va arriver à Kinshasa. Il va choisir les prêtres pour faire la transition sans Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez suivi les cardinals dire qu'on rejette cette offre. Vous avez suivi l'abbé Cholet vous dire que nous refusons ce que Nanga dit? Personne. Ils ressurgissent. Mais comment? Ils vous disent, nous voulons que vous puissiez parler. Alors qu'ils nous ont toujours appris ici que
Et c'est l'église, ils sont du côté des faibles. Notre population est tuée chaque jour à Goma. Les gens sont violés à Goma. Les gens connaissent des problèmes difficiles à Goma. Vous avez déjà suivi l'église catholique de la RDC dire qu'ils condamnent les actes que le M23 et les Rwandais sont en train de faire ici? Non, ils ne le disent pas. En fait, ce qu'ils veulent chercher, c'était quoi? Les prêtres veulent officiellement aller voir Nanga, parler avec Nanga sur son plan. Le plan dans lequel il met l'église comme Médiateur. la structure de médiation qui va gérer la transition. Si l'église partait à Goma sans dire qu'il y a un dialogue que nous voulons entre frères, nous tous on taxerait le prêtre des traîtres. Il fallait trouver un justificatif. Il fallait qu'il crée une situation. Monsieur le Président, nous voulons vous voir rapidement. Quand le Président le reçoit, ils sortent devant caméra, ils disent « Nous allons voir tous les acteurs en conflit ». Ils vont faire un semblant de voir nos opposants qu'il y a ici. Et finalement, vous apprendrez qu'ils ont pris un avion. Ils sont arrivés à Goma. Ils se sont vus avec Nanga. Et tout le Rwandais qu'il y a derrière Nanga. Ils vont discuter sur le plan qu'ils veulent faire. Je ne cesserai de le dire. Si nous avons la guerre, c'est à cause de nos mines. Si la RDC a une guerre qui dure maintenant plus de 30 ans, c'est à cause de mines que la RDC a. On n'aurait pas ces mines, on n'aurait pas cette guerre. On n'aurait pas ces sous-sols, on n'aurait pas cette guerre. Il n'y a même pas à dissocier entre la guerre et les mines. Je vous l'ai dit à l'entame de mon propos. Parce que la guerre qui nous est imposée, elle est économique, c'est clair. Elle est économique et spécialement minière. Il ne faut pas se leurrer. Parce que si nous n'arrivons pas à nommer la cause du problème, on ne saura pas la résoudre. Si on n'est pas conscient que ce sont nos mines qui nous attirent tout ce malheur, on n'aura rien fait. Il faut commencer par le comprendre, savoir quel type de gestion nous pouvons mettre là-dedans pour que demain, ça ne nous attire pas plus de problèmes. Je me suis intéressée à la cartographie minière et j'ai vu qu'elle était obsolète et il s'agissait de faire une mise à jour. Et premièrement, j'ai vu qu'il s'agissait de faire une grande investigation. On sait déjà que notre pays est un scandale géologique, mais on doit approfondir des recherches pour savoir localiser quel type de minéraux il y a dans telle région et savoir les quantifier et les qualifier. Et puis, cette étude Ground Investigation, il s'agit de cartographier la géomorphologie de notre sous-sol. Tel qu'on a la cartographie des avenues, à partir de la télédétection, nous pouvons aussi avoir la cartographie minière bien en détail. Et durant cette étude, nous pouvons collecter des informations minières ainsi que topographiques qui pourront stocker dans une base de données. Et lorsque chaque compatriote congolais aura besoin des informations là-dessus, chaque Congolais pourra y accéder et pour mieux connaître la situation minière de notre pays. Je veux que vous nous donniez des explications sur ce qui a toujours été dit, que le minerai est une malédiction pour la République démocratique du Congo au regard de la spirale de violence que connaît le pays. Bien évidemment, nous savons que la République démocratique du Congo est un scandale géologique. Et dans d'autres cieux, quand il s'agit de faire des études minières, les données qui sont récoltées ne sont pas exposées à la vue de tout le monde. Alors que nous voyons dans notre pays, nos données sont très bien exploitées par des étrangers. Alors, ce qui crée des désavantages pour les Congolais, c'est parce que nos ressources minières ne sont pas surveillées. Alors, durant mon cursus, j'ai eu aussi à étudier quelles sont les solutions à proposer pour pouvoir surveiller toutes ces localités qui sont riches en minerais et pour que la République démocratique du Congo, notamment notre gouvernement, puisse être en possession totale de la gestion et l'organisation des ces minerais. Alors, quelle est votre perception des enjeux, je dirais, stratégico-économiques à la base de cette guerre que connaît ton pays, la RDC? Les stratégies qu'il faut mettre en place, c'est entrer en possession totale
en ce qui concerne les ressources minières. Parce que la guerre vient du fait que la gestion n'est pas orthodoxe. Totalement, oui, c'est ça. Et puis, au niveau interne, vous voulez dire? Oui, au niveau interne, la gestion n'est pas orthodoxe. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est d'abord localiser l'investigation, faire une investigation locale légale par le gouvernement, et puis faire des enquêtes du sous-sol pour pouvoir confirmer si les informations qui ont été mises à jour sont exactes, et si ce n'est pas le cas, pouvoir y ajouter ce qu'on pourra découvrir après les enquêtes. Et après cela, après avoir pris possession de toutes ces informations, nous pourrions après les stocker dans une base de données qui pourra être une base de données qui pourra être gérée plutôt par les génies militaires et en possession rien que du gouvernement congolais. Maître Donald Kabasele, quelle est votre vision de la politique efficace qu'il faut mettre en œuvre dans la gestion des mines, Ça veut dire, moi je comprends bien madame, nous devons d'abord arrêter de donner le droit de recherche aux étrangers. Nous devons arrêter de dire aux étrangers de nous dire quel minerai on a et c'est quelle quantité. Elle essaie de vous dire qu'en Chine, vous êtes un étranger, vous n'avez pas droit à ces informations. Des infos confidentielles. Vous n'avez pas droit à ces informations. Mais nous sommes ouverts. C'est vrai que notre code minier permet qu'on peut donner des droits de recherche. Voyez-vous? Mais ces droits de recherche ne nous mettent pas à l'abri des prédateurs qui comprennent ce que nous avons dans notre sous-sol. Alors que nous, en tant que pays, on n'est pas capable, nous-mêmes, de dire... Je vous dis ici, c'est une question simple. On devrait nous la poser et nous, on devrait avoir la réponse. Même si on ne peut pas la donner à qui que ce soit, on devrait savoir, nous avons combien de réserves d'or. Ces réserves, nous pouvons les travailler pendant combien de temps? Ça va même nous déterminer en tant que politique. Comment nous orientons nos politiques publiques, par exemple, pour ce qui concerne l'or? C'est que madame est en train de dire, très percutant, elle dit que cette base de données-là doit être sécurisée d'ailleurs par les génies militaires. Ça veut dire, c'est des informations que c'est l'armée dans le pays de la Chine. C'est l'armée qui s'occupe de ça, c'est les services secrets. Merci Maître Donald Kabasele. Vos recherches vous ont conduit à la découverte des étudiants congolais qui étudient les mines et la géologie à l'étranger. Aujourd'hui, vous nous avez amené l'ingénieur Dorcas. Alors, pour vite clôturer ces chapitres avec vous, Madame Dorcas, je disais Bali Pukai. Une fois vous décrochez votre PhD, comptez-vous venir travailler ici au pays? Bien sûr, je compte rentrer travailler ici au Congo parce que le Congo c'est ma patrie et le Congo est très grand et exige de nous de la grandeur. Êtes-vous de plus en plus nombreux en Chine, vous les Congolais qui étudiez les mines? Oui. Nous sommes dans les cinquantaines, oui. Merci beaucoup. Maître Donald Kabasele, la dernière fois que vous étiez ici dans Débrief, vous interveniez comme étant expert minier. Vous n'étiez pas forcément dans votre casquette politique, mais vous avez multiplié ce dernier jour des conférences, débats sur le développement économique du secteur minier. Après Kinshasa, vous avez récemment été à Lubumbashi. Vous préconisez même d'aller à Kolwezi pour organiser d'autres conférences. Alors dites-nous pourquoi vous vous évertuez à organiser ces conférences, de telles initiatives, je veux dire, au moment où il y a l'exacerbation de la crise sécuritaire dans l'est du pays, cette crise qui donne beaucoup de tourments au pays. Est-ce que dans votre démarche, y a-t-il un danger que vous alertez en ces temps de guerre? Merci pour la question parce qu'elle est pertinente. Je ne cesserai de le dire, si nous avons la guerre, c'est à cause de nos mines. Si la RDC a une guerre qui dure maintenant plus de 30 ans, c'est à cause de mines que la RDC a. On n'aurait pas ces mines, on n'aurait pas cette guerre. On n'aurait pas ces sous-sols, on n'aurait pas cette guerre. Aujourd'hui, tout le monde nous regarde. Je peux bien remonter l'époque, depuis 1885, lors de la conférence de Berlin. Ils s'étaient tout partagé, sauf la RDC. La RDC était déterminée comme une zone de libre-échange.
Chacun pouvait venir faire ses affaires et partir, mais chacun pouvait avoir sa colonie. Ça, c'est l'histoire, elle est connue. Donc, il y avait d'abord une guerre par rapport à l'appropriation de la colonie qu'on appellerait RDC. C'est de leurs contradictions qui se sont résolues de donner la RDC à un commerçant, Léopold II. Voyez-vous? Le roi de Belge. Ils se sont vraiment adonnés à dire, écoute, ça, on donne comme une propriété privée. Mais lui, il nous rassure tous que nous pouvons venir, nous pouvons prendre tout ce qu'on veut, on peut partir. C'était comme ça. Et notre malheur aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir un président de la République qui leur dit qu'écoute, arrêtez de considérer que vous êtes dans un espace de totale liberté où chacun peut venir prendre. Nous sommes un État souverain. Nous avons, on va dire, toute notre souveraineté sur nos mines, sur nos matières premières et que vous ne devriez pas le piller. C'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des minéraux qui font des bombes, qui font des armes nucléaires, qui font la transition écologique, qui font presque tout. Nos minéraux sont capables aujourd'hui de faire bouger le monde. Nous avons des matières premières qui sont très déterminantes pour avoir des téléphones, on va dire, des appareils électroménagers. L'uranium de Chinkolobwe dans le Katanga. De Chinkolobwe dans le Katanga. Son uranium. On vous rappelle que pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand on avait bombardé les villes telles que Hiroshima, Nagasaki, Kyoto et tout ça, on vous rappelle que c'était avec l'uranium ici, en République démocratique du Congo. Absolument. Personne ne veut comprendre que ce soit un État souverain. Personne ne veut comprendre que, on va dire, cette prédation s'arrête. Personne ne peut entendre que la RDC dispose de manière autoritaire de ses richesses. Donc, en réalité, je voulais vous répondre pour vous dire, quand on parle sécurité, quand on parle de la guerre dans notre pays, il ne faut pas oublier le minerai. Parce que c'est la cause de la guerre. On nous fait la guerre parce qu'on a besoin de nous piller nos ressources. On nous fait la guerre parce qu'on ne veut pas que nous-mêmes, on gère nos minéraux. Alors, si je multiplie des analyses dans ce domaine, parce que j'estime que c'est un domaine qui doit être effectivement rationalisé. Nous devrions savoir comment nous orientons ces secteurs miniers, quelles sont les dispositions que nous mettons en place, quelles peuvent être des politiques publiques dans ce domaine. Nous devrions être capables de savoir combien nous avons dans notre sous-sol, dans chaque province, parce qu'on en a 26, dans tous les 145 territoires, qu'est-ce qu'on peut avoir comme matière première? Si on est par exemple au Bandundu où personne ne va, est-ce que vous savez qu'il y a de minerais dans le sous-sol du Bandundu? Est-ce que vous savez qu'il y a de minerais dans le sous-sol du Congo central? Est-ce qu'on sait qu'il y a de minerais à l'Équateur? Est-ce qu'on sait tout ça? On est concentré sur certains aspects. En réalité, on n'a pas de recherches qui sont poussées. Alors, ma démarche, c'est celle de dire, ces secteurs, non seulement qu'ils nous attirent des problèmes, mais beaucoup d'argent qui peuvent servir à ces pays de se développer, de se sécuriser, d'avoir des armes, d'avoir des munitions. Beaucoup d'argent de ces secteurs est perdu simplement parce qu'il n'y a pas assez d'accent mis dans ces secteurs pour essayer de répondre ce qui se perd chaque jour. Je vous ai dit l'autre fois, c'était scandaleux, quelqu'un me l'a dit. Il dit, mais tu dis que le secteur minier est capable à lui seul de vous produire tous les 18 milliards de dollars de budget. Et donc c'est vrai, avec toute le démarche qu'on fait. Et d'ailleurs, on ne s'est pas limité là, comme je vous l'avais dit. Nous avons fait un effort de créer un club des étudiants congolais qui sont dans des écoles spécialisées de mines. Permettez-moi, avant d'aborder cette question, j'aimerais savoir un peu plus de votre conférence de la dernière fois à Lubumbashi. On vous a vu haranguer les investisseurs, les opérateurs miniers étrangers
au profil varié qui étaient là. Vous avez adopté un ton aussi menaçant à leur égard. Vous leur interpelliez, vous leur demandez de dire à leurs collègues de cesser de financer les terroristes en République démocratique du Congo. Oui, bien sûr, parce que c'est une vérité. Les sociétés qui sont derrière la guerre à l'Est, qu'on peut appeler de multinationales, ce sont des sociétés minières. C'est des gens qui prennent le mine, pillé, qui fabriquent des iPhones et qui fabriquent les autres appareils, voyez-vous. Donc c'est un réseau. Ceux qui nous suivent à la télé, peut-être ils voient les images de cette conférence. Bien sûr. J'étais en train de dire à tout le minier du Haut-Katanga. D'ailleurs, je vous dis qu'ils avaient favorablement répondu. Presque toutes les grandes sociétés minières étaient présentes. J'ai profité de mon speech pour leur dire félicitations à vous, parce que vous, au moins, vous avez accepté de venir investir dans notre pays en entrant par la porte. Vous n'avez pas choisi de donner à nos frères des armes, à nos voisins, pour nous tuer, nous violer, pour que vous puissiez récupérer le mine. Mais j'étais aussi en train de leur dire que vous constituez un lobby. Parce que, imagine, la qualité de l'investissement qu'ils ont fait dans le Haut-Katanga, c'est en termes de milliards. J'étais en train de leur faire voir que si la guerre aujourd'hui attend le Haut-Katanga, vous allez perdre votre investissement. Vous avez intérêt à dire à vos pays de ne pas financer la guerre au Congo. Parce que quand cette guerre arrive, là où vous avez mis 2 milliards de dollars, il y a beaucoup de possibilités de le perdre. Et je leur ai donné l'exemple de ce qui se passe à l'Est. Qui est ce minier, cet industriel, quand le bal crépitait entre les forces loyalistes et les terroristes du M23, qui est ce minier, cet acteur économique qui était dans son usine en train de produire? Personne. J'étais en train de leur dire, si vous pensez que cette situation est favorable pour vous, mais pensez à ce que vous avez comme investissement ici. La sécurité de cet investissement dépend de la paix que nous devons avoir dans notre pays. Et donc, j'étais en train de leur dire, vous venez des États-Unis d'Amérique, certains sont des Chinois, certains sont des Indiens, certains sont des Canadiens. J'étais en train de leur dire, s'il vous plaît, dites à vos pays que ça ne sert à rien de donner des armes pour qu'on nous tue, pour qu'on nous viole. Parce que si la guerre entre là où vous avez tout le milliard que vous avez investi et l'avenir ne sera pas radieux. J'étais en train de leur dire aussi que vous constituez un lobbying, un grand lobbying. Vous pouvez parler pour ce pays pour que ceux qui sont en train de tuer arrêtent de tuer mes frères. Qu'ils arrêtent de les violenter parce qu'ils n'ont pas choisi d'être Congolais. Ils sont devenus Congolais. Ce n'est pas un péché de s'asseoir sur le mine. Ce n'est pas un péché. Mais vous voulez le prendre. Il y a un code minier qui est attrayant. La loi du 9 mars 2018. Venez, prenez un permis de recherche. Prenez un permis d'exploitation. Mettez vos usines. Produisez, payez les impôts et taxes. Prenez-les dignement parce que nous sommes dans un état quand même développé. Le monde aujourd'hui, ce n'est plus l'ancien monde où les gens doivent se tuer pour se ravir des choses. Et donc, pour moi, c'était aussi ma lutte. J'ai dit, comme j'ai une expertise dans le secteur minier, j'ai l'occasion de rencontrer tous ces grands miniers, de leur former certains, de leur dire ce qui se passe dans le code minier. C'était aussi l'occasion pour moi de combattre en leur disant que la paix sécurise votre argent. L'argent n'aime pas de bruit et vous devriez militer à ce que chacun, bien sûr, en ce qui les concerne, pour que la paix soit totale sur notre sol. Et donc, voilà pourquoi cette conférence. Non seulement pour ça, mais il était aussi question, parce qu'il y a beaucoup de dérapages. Je vous ai dit que le problème, la synthèse du problème que je découvre dans nos mines, c'est effectivement la contrebande, la fraude minière et la mafia très organisée dans les mines, qui fait que, à partir du circuit d'extraction de minerais à la production, voire même à l'exportation de ces minerais, nous n'avons pas de vraies informations de ce qui sort. Ça sort en grand nombre, mais au pays, on déclare ce qui est beaucoup plus dérisoire. C'est comme ça que cet argent nous échappe. Et qu'il fallait effectivement que les gens maîtrisent le code minier et qu'ils comprennent comment fonctionnent ces codes
pour que notre pays ne puisse plus perdre des milliards de dollars dans ce domaine. C'était aussi l'occasion de dire qu'on doit veiller sur la Gécamine parce que c'est une société en train de mourir. Cette société, s'il y a cette négligence de la gestion à la tête de la Gécamine sera comme l'amiba. Aujourd'hui, des tristes mémoires. Voyez-vous? Et donc, tout ça, c'est une expertise qu'on essaie de mettre à la disposition de notre pays pour voir dans quelle mesure, d'une manière ou d'une autre, les bonnes politiques publiques peuvent être mises dans ces secteurs pour voir un peu dans quelle mesure on peut renverser cette vapeur. Vous parliez plus de mines que de la guerre. J'essaie de vous dire qu'il n'y a même pas à dissocier entre la guerre et les mines. Je vous l'ai dit à l'entame de mon propos. Parce que la guerre qui nous est imposée, elle est économique, c'est clair. Elle est économique et spécialement minière. Il ne faut pas s'élever. Parce que si nous n'arrivons pas à nommer la cause du problème, on ne saura pas la résoudre. Si on n'est pas conscient que ce sont nos mines qui nous attirent tout ce malheur, on n'aura rien fait. Il faut commencer par le comprendre, savoir quel type de gestion nous pouvons mettre là-dedans, pour que demain, ça ne nous attire pas plus de problèmes. Voyez-vous? Parce que si vous interrogez tous ces criminels qui sont derrière les terroristes pour les appuyer avec des armes et tout, certains, sans raison de les dire, vous direz que vos règles sont beaucoup plus lourdes que s'il faut s'engager dedans, on perd beaucoup de temps. Alors ils considèrent que faire la guerre, c'est facilement obtenir ce qu'ils pouvaient obtenir on va dire de manière réglementaire. Donc ça, c'est une folie de réfléchir comme ça. Alors, vous étiez sur le point d'entamer les recherches que vous meniez dans le domaine de mines, même en dehors de frontières. Bien sûr. Si bien que je vous avais un peu interrompu. Merci beaucoup. Je me suis dit, nous avons un problème. Regarde, j'ai essayé un peu de circuler, d'essayer d'interroger certains États. Comment ces États se comportent avec leurs mines, voyez-vous? Je me suis rendu compte que ce sont des États qui sécurisent leurs recherches. Vous voyez? La base des données qu'ils ont sur les mines, les informations qu'ils ont sur leur sous-sol, même sur leur sol. Il n'y a que eux, les nationaux, qui connaissent quelque chose. Ils ne mettent pas ça à la disposition de tout le monde. Et donc, il fallait que le pays, comme notre pays, la RDC, constitue également sa base de données, notre pays fasse lui-même des recherches, que notre pays sache comment quantifier le minerai qu'il peut avoir dans son sous-sol, les diversifier, le classer, savoir dans telle frontière, dans tel territoire, nous avons autant d'or, autant de cuivre, autant de diamants, autant d'or, et ainsi de suite. Tu sais que je peux mettre à défi les services pour dire, dites-nous combien de réserves d'or nous avons en RDC. Peut-être que personne ne pourra me répondre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de recherche. Nous donnons aux investisseurs juste des gisements, on leur dit, venez faire ceci, venez faire cela. Et nous nous servons des données qui sont des données très vieilles, qui datent d'il y a 50 ans, 60 ans. Voyez-vous? Alors, en m'interrogeant sur ça, je me suis dit, mais on peut aussi avoir un problème. C'est la main-d'œuvre. Si nous refusons de donner à ces étrangers-là la possibilité de nous dire qu'est-ce qu'il y a dans notre sous-sol, parce qu'eux, au moins, ils ont la technologie et tout ce qu'il faut, eh bien, on risque de ne pas s'émouvoir là-dessus. Et je me suis même dit, c'est peut-être l'objectif pour lequel les législateurs du droit minier a voulu que les droits de recherche soient donnés à toutes les sociétés minières qui se présentent dans notre pays. Mais avec un risque. Vous demandez à un Chinois, vous demandez à un Français, vous dites, viens faire des recherches, dis-nous quel minerai il y a, par exemple, à Kabeaka Mwanga, dis-nous quel minerai il y a ici à Kikwit, et puis dis-nous c'est quelle quantité de minerai. Vous comprenez déjà tout de suite que même s'il vous donne des informations, ça ne pourrait pas être de vraies informations. Et pourtant, c'est ça la réalité dans nos mines. Aujourd'hui, un permis de recherche est donné à une société étrangère qui vient et qui doit vous dire,
monsieur, ici, il y a de l'or et du cobalt. Et dans vos Il n'y a recherches... pas autre chose. Dans Maintenant, Oui. dans mes recherches, Oui. je vais découvrir que nous avons des Congolais. Je me suis recherché dans des universités qui sont connues en ce qui concerne l'ingénierie dans le mine et la géologie. J'ai dit, ben, la Chine m'intéresse. Parce que c'est le plus grand importateur de minerais. Si on doit classer selon l'ordre d'arrivée, la Chine est en première position. Nos cuivres, nos minerais, beaucoup partent d'abord en Chine, avant peut-être d'être évacués un peu partout. Alors, qu'est-ce qu'eux font? Quelle est la technologie? Parce qu'aujourd'hui, on ne se leurre pas. Si on a besoin d'effectuer des recherches de qualité avec une technologie à la pointe, même si nous lançons un appel d'offres, la plupart des sociétés qui pourront postuler et avoir la possibilité de le faire dans un temps record et de la très bonne manière, c'est la Chine. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont chez eux pour faire tout ça? La Chine, la Chine et les États-Unis qui sont dans la course aux minerais de la RDC. Par exemple, bon, je parle de la Chine parce que je me suis dit, là, je peux facilement avoir des informations parce que les Chinois sont ouverts, vous pouvez parler avec eux, par moment, ils peuvent vous dire quelque chose. C'est là où je me rends compte. C'est d'ailleurs un partenaire chinois qui va me dire, mais écoute, nous avons la deuxième grande université du monde. Dans cette université, il y a toute une filière qui n'est que la géologie et les mines. Je commence à me renseigner dans cette université-là. Je découvre que nous avons des Congolais qui étudient là-bas. Je me rends compte que nous avons nos frères congolais qui sont dans cette université-là, qui excellent avec des distinctions, qui étudient, qui ont toute la technologie avec eux. Quand je me renseigne, je trouve que bon, il y a, entre autres, je ne sais pas s'il y a 10 Congolais dans cette université, je dis que c'est la deuxième. Donc dans les top 10 des universités, des grandes universités dans le monde qui traitent les questions de mines et de la géologie, eh bien, cette université-là, déjà, je pense, les récents sondages ont placé cette université la deuxième. C'est comme ça que je découvre l'ingénieur Dorcas. La dame qui est en face de moi. Elle vous accompagne ici dans ce studio. On va demander à la régie de... J'ai dit, mais ça c'est... Si elle peut intervenir. C'est compliqué, j'ai dit. Ouais. Nous avons... C'est mon partenaire qui me dit, vous avez des étudiants congolais qui font ça. Et entre autres, il me cite le nom de Madame Dorcas. J'ai dit, mais madame, écoute, est-ce que ça ne vous tente pas de venir dans votre pays, vous promener, ne fût-ce que... Il dit, non, mais écoute, je suis intéressé que toi, tu t'occupes aussi, tu as une expertise dans le mine. D'ailleurs, regarde, j'ai un travail qu'il doit défendre, je crois, en PhD, quand elle arrivera en PhD. Elle demande les données, tout ça, tout ça. J'ai fourni toutes les données que j'avais fournies. On dit, non, mais ça, c'est des histoires que nous tous, on connaît ici. Nous en avons, ça fait longtemps. C'est des études faites il y a plus de 30 ans. Obsolète. Mais comment c'est possible? On dit, non, mais c'est ça qu'il y a. Alors, Dieu merci. Dieu merci. La dame a décidé de venir passer ses vacances ici dans notre pays. Je crois qu'elle va rentrer encore à son université là-bas. J'ai dit, mais madame, vous êtes une bénédiction. Peut-être si notre pays pensait ne pas avoir cette main-d'œuvre, vous êtes parmi les personnes qui devraient être intéressées. Je pense qu'il faut même lui poser la question, est-ce qu'il est arrivé déjà à notre pays ou à notre gouvernement de s'intéresser à tout ça? Je m'en vais directement donner la parole à l'ingénieur Dorcas Balipukai. Madame, bonjour. Bonjour. J'espère que je vous ai bien présenté. Oui, c'est correct. Alors, il y a Maître Donat Kabassede qui vient de vous plébisciter. Ceux qui nous suivent ont quand même suivi cela. Dites-nous, quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à aller faire, à étudier la géologie et les mines en Chine? Oui. Vous êtes encore étudiante? Je suis encore étudiante, je suis en terminale, en génie civil, et ma spécialité est l'ingénierie géologique. Ce qui m'a poussé à approfondir des recherches sur les mines,
c'est que durant mon cursus, j'ai eu à voir les cours de Engineering Geology. Dans ces cours, nous les étrangers, particulièrement les Africains, on était confrontés à un problème. Et lorsqu'il s'agissait plutôt de faire des TP concernant la cartographie minière de chaque pays, nous on était limités parce que dans la nôtre est obsolète. Elle date de... Elle était obsolète et elle n'était pas détaillée. Ah oui. Oui. Et puis, il arrivait qu'on n'ait pas des scores, des résultats qu'il faut dans ces cours-là. Et puis moi, étant que Congolaise, étant que patriote, je me suis intéressée à la cartographie minière. Et j'ai vu qu'elle était obsolète et il s'agissait de faire une mise à jour. Et premièrement, j'ai vu qu'il s'agissait de faire une grande investigation. On sait déjà que notre pays est un scandale géologique, mais on doit approfondir des recherches pour savoir localiser quel type de minéraux il y a dans telle région et savoir les quantifier et les qualifier. Et puis, cette étude Ground Investigation, il s'agit de cartographier la géomorphologie de notre sous-sol. Tel qu'on a la cartographie des avenues, à partir de la télédétection, nous pouvons aussi avoir la cartographie minière bien en détail. Et durant cette étude, nous pouvons collecter des informations minières ainsi que topographiques qui pourront stocker dans une base de données. Et lorsque chaque compatriote congolais aura besoin des informations là-dessus, chaque Congolais pourra y accéder et pour mieux connaître la situation minière de notre pays. Oui, et donc, vous laissez entendre que même l'université de Kinshasa, dans son département vous avez dit que vous avez fait ici à Kinshasa... Oui, c'était quoi votre faculté? La Polytechnique. J'étais en Polytechnique à l'université de Kinshasa et puis j'ai eu à obtenir une bourse pour aller continuer en Chine. C'était quoi? Rappelez-nous le nom de votre université parce que la première c'est Harvard, nous connaissons aux États-Unis. Shanghai University. Shanghai. Yes, University. Alors, je veux que vous nous donniez des explications sur ce qui a toujours été dit, que le minerai est une malédiction pour la République démocratique du Congo au regard de la spirale de violence que connaît le pays. Bien évidemment, nous savons que la République démocratique du Congo est un scandale géologique. Et dans d'autres cieux, quand il s'agit de faire des études minières, les données qui sont récoltées ne sont pas exposées à la vue de tout le monde. Alors que nous voyons dans notre pays, nos données sont très bien exploitées par des étrangers. Alors, ce qui crée des désavantages pour les Congolais, c'est parce que nos ressources minières ne sont pas surveillées. Alors, durant mon cursus, j'ai eu aussi à étudier quelles sont les solutions à proposer pour pouvoir surveiller toutes ces localités qui sont riches en minéraux et pour que la République démocratique du Congo, notamment notre gouvernement, puisse être en possession totale de la gestion et l'organisation des mines. Alors, quelle est votre perception des enjeux, je dirais, stratégico-économiques à la base de cette guerre que connaît ton pays, la RDC? Les stratégies qu'il faut mettre en place, c'est entrer en possession totale en ce qui concerne les ressources minières. Parce que la guerre vient du fait que la gestion n'est pas totalement... Oui, c'est ça. Et puis, au niveau interne, vous voulez dire? Oui, au niveau interne, la gestion n'est pas orthodoxe. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est d'abord localiser l'investigation, faire une investigation locale légale par le gouvernement et puis faire des enquêtes du sous-sol pour pouvoir confirmer si les informations qui ont été mises à jour sont exactes et si ce n'est pas le cas, pouvoir y ajouter ce qu'on pourra découvrir après les enquêtes. Et après cela, après avoir pris possession de toutes ces informations, nous pourrions après les stocker dans une base de données qui pourra être une base de données qui pourra être gérée plutôt par les génies militaires et en possession rien que du gouvernement congolais. Vous êtes un apport très indispensable dans ce domaine de mines. Vous nous laissez comprendre cela. Sinon, Maître Donat Kabasele, quelle est votre vision de la politique efficace qu'il faut mettre en œuvre dans la gestion des mines? Ça veut dire, moi je comprends bien, madame,
nous devons d'abord arrêter de donner le droit de recherche aux étrangers. Nous devons arrêter de dire aux étrangers de nous dire quel minerai on a et c'est quelle quantité. Elle essaie de vous dire qu'en Chine, vous êtes un étranger, vous n'avez pas droit à ces informations. Des infos confidentielles. Vous n'avez pas droit à ces informations. Mais nous sommes ouverts. C'est vrai que notre code minier permet qu'on peut donner des droits de recherche. Voyez-vous? Mais ces droits de recherche ne nous mettent pas à l'abri des prédateurs qui comprennent ce que nous avons dans notre sous-sol. Alors que nous, en tant que pays, on n'est pas capable, nous-mêmes, de dire... Je vous dis ici, c'est une question simple. On devrait nous la poser et nous, on devrait avoir la réponse. Même si on ne peut pas la donner à qui que ce soit, mais on devrait savoir, nous avons combien de réserves d'or. Ces réserves, nous pouvons les travailler pendant combien de temps? Ça va même nous déterminer, en tant que politique, comment nous orientons nos politiques publiques, par exemple, pour ce qui concerne l'or. Imagine-toi que l'or peut s'épuiser dans 20 ans. Nous, on ne sait pas. On sera en train de patauger, quelqu'un serait en train de creuser. Un peu comme les diamants en Bujimaï. Les diamants, aujourd'hui, vous voyez que ça n'existe presque plus. Voyez-vous? Donc, le minerai, c'est comme une carrière. Vous pouvez exploiter, ça peut finir. Vous voyez? Et chercher d'autres. Mais si nous n'avons pas une gestion efficiente de ces réseaux-là, ça sera difficile. C'est comme ça que j'ajoute. C'est que madame est en train de dire, très percutant, elle dit que cette base de données-là doit être sécurisée d'ailleurs par les génies militaires. Ça veut dire, c'est des informations que c'est l'armée dans le pays de la Chine. C'est l'armée qui s'occupe de ça, c'est les services secrets. Vous voyez? Donc, et ils préfèrent acheter chez nous autres, ils vont ramener chez eux. Chez eux, ils gardent d'abord les réserves. Nous, quand ils auront fini de tout prendre, c'est à ce moment-là qu'ils vont exploiter les réserves. Donc, vous comprenez qu'il y a nécessité dans ce domaine. Et donc, moi, j'étais beaucoup plus à l'aise quand je suis que nous avons des Congolais qui sont dans ces universités-là. Alors, c'est aussi une interpellation à nos ministres de recherche scientifique, nos ministres de mines. Voilà, il fallait qu'on ait d'abord une main-d'œuvre qualifiée avant de décider si on donne nos permis de recherche ou on ne donne pas. Parce que si les Congolais, comme Madame Dorcas, l'ingénieur Dorcas, sommes capables de faire ces études-là, ces investigations-là, si nous pouvons avoir des matériels qui peuvent nous pousser à faire ça, on peut rechercher sur toute l'étendue du territoire national, savoir quelle sorte de minerais nous avons partout. Merci, et stocker ça dans une base de données, ça pourra servir le pays. Merci Maître Donald Kabasele. Vos recherches vous ont conduit à la découverte des étudiants congolais qui étudient les mines et la géologie à l'étranger. Aujourd'hui, vous nous avez amené l'ingénieur Dorcas. Alors, pour vite clôturer ces chapitres avec vous, Madame Dorcas, je disais Bali Pukai. Une fois vous décrochez votre PhD, comptez-vous venir travailler ici au pays? Bien sûr, je compte rentrer travailler ici au Congo, parce que le Congo, c'est ma patrie et le Congo est très grand et exige de nous de la grandeur. Êtes-vous de plus en plus nombreux en Chine, vous les Congolais qui étudiez les mines? Oui. Nous sommes dans les cinquantaines, oui. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette, je dirais, première partie de l'émission. Nous entamons rapidement notre thématique principale. Les sommets conjoints de la SADC est ainsi organisé le 8 février dernier à Dar es Salaam en Tanzanie avait statué sur la question de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État des deux organisations ont exigé l'arrêt immédiat des hostilités et ont souligné la nécessité d'une réponse rapide à la crise humanitaire. Ils ont également adopté une série de mesures pour stabiliser la région, notamment la fusion des processus de paix des Luanda et des Nairobi, ainsi que la sécurisation des Goma. On a également appelé à la mise en œuvre d'un plan de neutralisation des FDLR et à l'élaboration des modalités pour le retrait des forces armées étrangères non invitées du territoire congolais. Maître Donald Kabasele, qu'est-ce qui explique d'entrée de jeu l'absence du président Tshisekedi à Dar es Salaam? Non, mais c'est un message parce que le président de la République a participé à beaucoup de sommets. Il s'y est rendu lui-même
à plusieurs reprises le processus de Nairobi. Des sommets contre-productifs. Il était déjà là, à Nairobi. Les mêmes choses ont été dites. Il était là au processus de Luanda. Les mêmes choses se sont dites. Vous vous rappelez bien que récemment, la RDC avait demandé au Conseil de sécurité de convoquer une assemblée de manière urgente pour statuer sur le cas de la RDC. Ça a été fait. On sait bien qui est en train de... C'est la RDC. On connaît très bien que c'est là qui l'a fait, avec les RDF, mais on n'a pas sanctionné le Rwanda, on n'a rien fait. Justement, j'allais dire, voilà. Visiblement, le Rwanda s'en est tiré confortablement dans ces sommets, puisqu'il n'a même pas été cité ou soit reconnu comme agresseur. Bien sûr, parce que c'est ça que je dis. Cette politique ne commence pas aujourd'hui. Nous, les Congolais, devrions le savoir. Le plan est monté depuis très longtemps et ils l'ont exécuté en 1994. Lors du génocide au Rwanda, qui est devenu aujourd'hui un prétexte pour M. Kagame, qui justifie son agression avec son fallacieux contour de FDLR qui serait en train de menacer sa sécurité. C'est la même ONU, je veux bien que ça soit bien suivi, l'Organisation des Nations Unies avec à la tête la France, qui nous ont demandé, nous, RDC, voyez-vous, d'accueillir des réfugiés rwandais. Il y avait plus de 3 millions de Rwandais qui sont entrés chez nous après avoir ouvert les corridors avec femmes, enfants, munitions et armes. Nous demandons à l'ONU, depuis que ces gens sont entrés, plus de 3 millions de personnes, l'ONU n'a jamais fait les récomptages pour savoir les 3 millions de personnes que je puis envoyer, est-ce que ces personnes sont rentrées chez eux ou ils sont toujours en RDC? Vous voyez? Nous ne pouvons pas regretter notre hospitalité. Pour nous, c'était un pays ami qui avait des problèmes, un pays voisin. On devrait accueillir ces réfugiés. C'est notre malheur. Ils ont fait la même chose. Quand Kagame prend le pouvoir, Kagame fait la même chose qu'aujourd'hui. Il monte les troupes rwandaises pour justifier son agression, pour dire que l'agression est congolaise. Il va chercher Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui était déjà dans la brousse en train de se battre, pour donner une image congolaise à l'agression. Mouzé a fait le jeu du Rwanda, il a même pris le pouvoir. Vous avez vu ici à Kinshasa, nous étions avec des Rwandais partout. Mouzé les a introduits dans la ville, ils ont pris des villas, ils ont pris de ceci, ils ont pris de cela. Voyez-vous? Ils sont même devenus des ministres des Affaires étrangères, des ministres de la Défense, des chefs d'état-major généraux. Quand Mouzé s'est retourné en patriote, quand il leur a dit que vous êtes en train de piller mon pays, qu'ici ce n'est pas chez vous, il faut que vous puissiez rentrer chez vous au Rwanda. Quand Mouzé a dit non avec nos minéraux, quand ils ont vu que leur entreprise était en train d'être descendue par Mouzé, ils l'ont tué. Le même force qui était derrière Mouzé, Mouzé n'était qu'un pantin. Quand il l'amène, il n'avait aucune force. C'est un peu ce qui se passe actuellement. La même démarche poursuivie par Nanga. C'est ce qui se passe actuellement avec Corneille Nangaa. Ce qui est d'ailleurs une grande honte pour notre pays. Parce que je ne sais pas ce que nous pouvons enseigner à nos amis. Nous ne savons pas ce que nos enfants pourront apprendre. Vous avez un président de la Commission nationale électorale nationale indépendante, INSENI. Président honoraire. Un président, je parle d'un président, bien sûr qu'il est passé, il est honoraire. Un président d'une institution d'appui à la démocratie. Ce président de cette institution d'appui à la démocratie devient un rebelle. Il décide de prendre des armes, il décide de tuer ses frères, il décide
en complicité avec le Rwandais. Il sait que ce sont des Rwandais. Mais il s'allie avec eux parce qu'il n'a qu'un objectif. Il ne veut pas de Félix Tshisekedi. Il haït Félix Tshisekedi et il doit entrer. Nous reviendrons sur Langa, s'il vous S'il plaît. vous plaît. Permettez-moi, maître. J'aimerais aussi évoquer l'absence constatée des alliés de Tshisekedi, notamment Ramaphosa de l'Afrique du Sud et les présidents burundais. C'était une stratégie ou sabotage? Non, écoute, je sais que vous voulez trop bien qu'on parle de ce qui se passe dans ces sommets, mais j'essaie de vous dire que ces sommets-là, ce sont de poudre aux yeux, ce sont des mascarades. Ça n'a rien parce que ce soit l'EAC, que ce soit notre organisation SADC, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'Union européenne, ce sont des structures qu'on connaît. Que ce soit l'ONU, s'il vous plaît. Vous êtes pessimiste quant à la mise en œuvre de... Je vous dis que rien de bon ne sortira de ces assises-là. Vous pouvez retenir la date d'aujourd'hui. Rien de bon ne sortira. Nous n'avons qu'une force, c'est nous battre. Nous trouver des alliés qui peuvent nous aider à nous battre. Parce que nous sommes dans une jungle. Aujourd'hui, le monde est devenu une jungle. Il n'y a plus le droit international. Il n'y en a plus. L'ONU ne respecte plus sa charte. L'ONU ne respecte plus sa charte. Pourquoi nous sommes partis de la Société des Nations vers la création de l'ONU? C'est parce qu'on voulait régler définitivement la question de la paix et de la sécurité dans le monde. L'ONU est capable de prendre des mesures contre la Russie, sanctionner la Russie, donner des armes à l'Ukraine, désigner que c'est la Russie qui agresse un pays, mais l'ONU n'est pas capable de faire la même chose pour la RDC. Et ça fait 30 ans, plus de 10 millions de morts. Si toutes les nations du monde réunies craignent le M23, vous voulez que nous, on aille trouver des solutions dans un parlement européen ou américain? Parce que dans l'ONU, déjà, dans l'ONU, il y a toutes ces puissances. Maître Donald Kabasele, je veux qu'on parle un peu de ces sommets parce qu'il y a une certaine opinion qui pense que notre délégation n'était pas assez vertébrée pour un tel défi. Qu'est-ce que vous en pensez? Même quand notre délégation est vertébrée, même quand elle n'est pas vertébrée, je sais que la question de cette guerre pousse nos compatriotes à adopter une attitude de colère, ce qui est normal. C'est que par moments, nos compatriotes ont même besoin qu'un ministre aille se battre. Nos compatriotes vont pardonner ce ministre. Ils vont d'ailleurs le féliciter. Nos compatriotes sont arrivés au niveau que si un de nos représentants congolais rencontre un officiel rwandais, qu'il puisse les rosser même avec des coups, on va applaudir ça à Kinshasa. À Goma, on va applaudir. Ailleurs, on va applaudir. Ça veut dire ils comprennent déjà que on n'attend rien de tout ça. Mais si nous ne partons pas, nous ferons leur jeu. Voyez-vous? Si nous ne participons pas, nous ferons leur jeu. Qu'ils aillent avec leur logique jusqu'au bout. En ce moment de guerre, mon frère, écoute, nous avons ici des sommets dans lesquels le Congo a refusé même d'entrer dans la photo officielle. Le Congo a refusé même de poster. Le Congo a même refusé de participer au dîner. Ça n'a rien changé parce que les gens ne sont pas dans cette logique. Ils sont dans une logique de prédation avec des étapes hypocrites. Ils ont toute une planification qu'ils ont faite. Alors, et ils voient que nous sommes en train de tout terrasser. La ville de Goma peut-elle être libérée par la voie diplomatique, sans coup de feu, sans effusion des sangs? Pensez-vous cela? D'abord, je rappelle qu'il y a une grande diplomatie, malgré ce que nous évoquons, qui joue aujourd'hui. La grande diplomatie, c'est que le chef d'ailleurs a réussi, c'est de convaincre tout le monde que celui qui agresse la RDC, c'est Kagame. Ça fait beaucoup d'années, on ne pouvait pas les désigner directement. On ne l'admettait pas dans des ambassades. On disait que c'était un conflit congolo-congolais. Aujourd'hui, tout le monde, même un petit enfant, tous les citoyens du monde, les gens épris de justice et d'humanité, savent que
il y a un agresseur et c'est le Rwanda. Mais l'on dit que Sur le plan diplomatique, l'on dit que toutes ces condamnations en cascade, toutes ces kyrielles de condamnations ne sont que de l'hypocrisie, d'autant Bien plus sûr. que le Rwanda n'est toujours pas sanctionné. bien sûr, parce qu'on aimerait bien voir ce qui se passe, par exemple, en Ukraine. Si Vous vous avez avez vu des évoqué, sanctions économiques. absolument. Voilà. Pourquoi Ici, ces 2 poids 2 mesures? Bien sûr, C'est de la parce pure que- hypocrisie, n'est-ce C'est pas? parce qu'il y a une politique de prédation de nos ressources minières. Mais bien sûr En qu'on fait, je vous explique un peu. on nous endort. On nous endort, Oui. on va nous embourber dans des histoires. Les prêtres vont venir avec leur dialogue. Vous savez, ce qu'il y a toujours autour de prêtres. Ils vont aller dans une histoire où ils vont amener les gens, ils le mettent dos au mur et puis ils activent leur plan. Il n'y a rien à attendre de ça. Ils pourront éventuellement mettre Si. Nanga et Tshisekedi sur une même table. Si- Le prêtre. Écoute, Ouais. Nanga, en conférence de presse, a dit qu'il mettrait de prêtres pour gérer la transition. Vous avez suivi un prêtre faire un démenti ou rejeter l'offre? Le temps n'est pas encore là. Non, je dis, est-ce que vous avez suivi un prêtre? Nanga fait une conférence de presse dans laquelle il dit qu'il va arriver à Kinshasa, il va choisir les prêtres pour faire la transition sans Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez suivi les cardinals dire qu'on rejette cette offre. Vous avez suivi l'abbé Cholle vous dire que nous refusons ce que Nanga dit? Personne. Ils ressurgissent. Mais comment? Ils vous disent, nous voulons que vous puissiez parler. Alors qu'ils nous ont toujours appris ici que, et c'est l'église, ils sont du côté des faibles. Notre population est tuée chaque jour à Goma. Les gens sont violés à Goma. Les gens connaissent des problèmes difficiles à Goma. Vous avez déjà suivi l'église catholique de la RDC dire qu'ils condamnent les actes que le M23 et les Rwandais sont en train de faire ici? Non, ils ne le disent pas. En fait, ce qu'ils veulent chercher, c'était quoi? Les prêtres veulent officiellement aller voir Nanga, parler avec Nanga sur son plan. Le plan dans lequel il met l'église comme Médiateur. la structure de médiation qui va gérer la transition. Si l'église partait à Goma sans dire qu'il y a un dialogue que nous voulons entre frères, nous tous on taxerait le prêtre des traîtres. Il fallait trouver un justificatif. Il fallait qu'il crée une situation. Monsieur le Président, nous voulons vous voir rapidement. Quand le Président le reçoit, ils sortent devant caméra, ils disent « Nous allons voir tous les acteurs en conflit ». Ils vont faire un semblant de voir nos opposants qu'il y a ici. Et finalement, vous apprendrez qu'ils ont pris un avion. Ils sont arrivés à Goma. Ils se sont vus avec Nanga. Et tout le Rwandais qu'il y a derrière Nanga. Ils vont discuter sur le plan qu'ils veulent faire. Une certaine opinion estime que l'armée ne bénéficie pas de l'importance qu'elle devait avoir. Donc faudra-t-il, je vous pose cette question, envisager des réformes courageuses en y intégrant d'autres forces aujourd'hui dans les groupes armés? En fait, moi je pense que notre erreur, c'est d'avoir été mal entouré. D'avoir été mal entouré parce que vous avez des gens qui sont des traîtres, qui sont des complices avec ceux qui nous combattent à l'Est, qui sont avec nous et qui nous donnent de fausses informations sur le plan de l'ennemi. Même dans l'effectif de notre armée, ils disent autre chose que la réalité sur place. Dans l'acquisition des équipements, c'est la même chose. Aujourd'hui, l'M23 a profité de cette situation pour nous prendre notre prestigieuse ville de Goma. Nous avons tiré des leçons. Je voulais d'ailleurs m'adresser aux compatriotes. Même en Nanga, parce que c'est un Congolais, que je sache. Qu'il ne pense pas qu'il est là parce qu'on l'aime. Parce que le Rwandais l'aime. Parce qu'il l'adore. On veut l'utiliser. Un pantin. Pour faire la même chose qu'ils ont fait à tous nos héros. Et c'est regrettable qu'ils se laissent berner. Vous posez la question par rapport à notre armée. On va vous dire que il y a eu certains responsables militaires
qui ont fui le champ de bataille. Mais nous avons de vaillants militaires, des patriotes qui se sont dit, avec ou sans nos chefs, nous allons nous battre. Ils ont résisté. Donc, l'infiltration, mon frère, est à tous les niveaux. Le Rwandais nous ont tellement infiltrés que vous allez penser que nous sommes à trois, nous parlons sécurité, avec des personnes que vous pensiez être le vôtre. Demain, vous avez l'information que le Rwanda était déjà au courant de ce que vous faites. Pourquoi nous acceptons d'affaiblir notre propre pays pour un adversaire que tous on connaît qu'il ne veut pas de notre bien? Il n'y a aucun Congolais, mon frère, qui peut accepter que, même si on peut reprocher des choses, certains compatriotes peuvent reprocher des choses à Félix Tshisekedi. Certains peuvent l'aimer ou ne pas l'aimer. C'est normal. Certains, même qui sont dans l'opposition, il n'y a personne qui peut accepter que le Rwandais revienne gérer ces pays avec un Congolais qu'ils utilisent. Ça, notre frère Nanga doit le savoir. Et nous sommes capables, en tant qu'un pays, de nous lever. Je vous dis que dans la stratégie, il y a beaucoup de choses. Nous pouvons soulever notre population de Goma aujourd'hui. On la soulève. Elle seule, sans armes, les Rwandais vont fuir. Parce qu'il n'y a aucune force qui peut égaler la population. Ils peuvent venir avec 5000 hommes. Mais nous avons une population estimée à plus d'1 million de personnes. Si tous nos compatriotes de Goma qui nous suivent maintenant se décident d'en finir avec le Rwandais qui sont, donc on va dire le militaire rwandais, les RDF qui sont à Goma, c'est une question d'heure. Ça va finir. Maître Donald Kabasele. Donc mon frère, c'est notre pays. Permettez-moi de rappeler Ouais. pour la toute dernière fois notre standard pour ceux qui veulent participer à l'émission. On va bientôt lire vos messages. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850. On va bientôt lire vos messages, comme je le disais. Maître Donald Kabasele, pardon, excusez-moi. Parlons maintenant de cette guéguerre entre guillemets, hein, entre l'UDPS, votre parti, et l'UNCD Caméré. Selon certains communicateurs de votre parti, Caméré serait un animal à abattre puisqu'il aurait livré le chef de l'État à l'Assemblée nationale lorsqu'il a tout de même révélé que le président était sur le point de négocier, mais pas pour vendre le pays. Qu'en dites-vous? Non, écoutez, ce n'est pas que le président était sur le point de négocier. Le processus de Nairobi, le processus de Luanda, c'était pour faire quoi? C'est pour négocier. Mais écoute ce que le président dit, peut-être que beaucoup ne comprennent pas. Nous comprenons que les Nanga, c'est quelqu'un, demain ou après-demain, le même Rwandais peuvent l'abattre. Ils peuvent choisir quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas commencé avec lui. Ils ont commencé avec beaucoup de Congolais qui ont disparu. Certains ont été même à la Cour pénale internationale. Ils savent ce qu'ils font. C'est des pantins qu'on utilise et tout. Le président vous dit que, écoute, moi je préfère encore ne pas parler avec le pantin, mais parler avec toi, le Rwanda, parce que c'est toi qui nous agresse. S'il y a à négocier, s'il y a à échanger, parlons entre États. Maintenant, pour le Rwandais, c'est quoi? On nous expose. Il faut seulement qu'il fasse semblant de négocier avec le M23. Comme ça, les revendications, ils vont faire passer ça derrière le M23. Ça sera comme un mouvement rebelle dans un pays qui veut négocier pour remettre les choses à la base, faire ceci et faire cela. Donc, le président n'a jamais refusé de parler, d'échanger avec les autres. Maintenant, c'est peut-être là où le président Vital Kamerhe ne s'est pas bien fait comprendre. Lui, à l'entendre parler, il veut que le président parle avec les M23. Ça sera un recul. Il avait clarifié son opinion. C'était au lendemain de sa déclaration. Il a encore dit aux députés qu'il s'en tenait là au processus de Luanda et de Nairobi, justement. Voilà. Ce sont les deux cadres jusqu'ici. Non, nous sommes politiques. Bah oui.
c'est vrai. Écoute, il ne faut pas peut-être aussi lui en vouloir. Parce que quand on regarde la situation politique du pays, c'est vrai que nous sommes dans une position très déterminante, ok, très décisive dans cette situation. On est un peu trop carré, hein, pour dire. Mais au vu de la situation, on peut, dans la réelle politique, c'est décider de faire l'impossible, pourvu que la paix règne. Il arrive des fois qu'un pays peut faire ses sursauts. Où vous vous dites, ok, on accepte, on y va, mais on prend le temps de nous organiser pour revenir. Vous voyez? C'est arrivé. Kabila l'a fait en 2009, il l'a répété en 2012, vous voyez? Il l'a fait à plusieurs occasions, il a signé tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que pour lui, son pouvoir était menacé. S'il ne négociait pas avec ces gens, ils ont fait un mois à Goma à l'époque de Kabila. Ils ont fait presque un mois à Goma. Et toujours les forces sud-africaines et les autres forces. Et puis surtout, l'intervention américaine avait permis que ces gens quittent Goma pour qu'ils rentrent chez eux. Mais pour Kabila, c'était une façon, par exemple, d'assurer ou de rassurer son pouvoir. Maintenant, vous avez un compatriote qui vous dit, s'il pense que, à cause du pouvoir, je peux accepter de descendre jusque-là, je préfère mourir avec arme à la main. Du lien rouge n'est pas franchir. Ça veut dire, pour le président de la République, c'est même son opinion. C'est que nous ne pouvons plus revenir dans ces cycles. En réalité, c'est ce que même je dis au président de la République. Je pense qu'il le sait. En réalité, le combat qu'il a actuellement, c'est qu'en principe, il est en train de détruire un royaume. Il est en train de détruire un empire qui s'est fondé depuis 30 ans. Un système de prédation qui permettait aux gens d'avoir les coltans comme ils veulent, d'avoir tout ce qu'ils veulent. Maintenant, lui arrive et il veut tout arrêter. Mais comment ça? Il veut leur dire, vous ne faites plus ça. Maintenant, nous mettons de l'ordre. C'est la guerre. De quel ordre parlez-vous, maître Kabassele, au moment où une partie du territoire, et surtout stratégique, est contrôlée par l'ennemi et dont le contrôle échappe au gouvernement? Non, mais pourquoi ils ont commencé ça? Ils ont commencé ça parce que le pays s'est déterminé à faire des choses de la manière la plus correcte qui soit. Et quand ils ont vu qu'on essayait de mettre cette rigueur-là, eh ben, ils ont activé des autres plans. Alors, ce sont les plans de créer effectivement des zones d'influence, comme ils l'ont fait à Bunagana. Ils ont avancé jusque là où nous sommes. Nous ne le disons pas parce que nous voulons être dans cette polémique. Mais il s'agit de notre pays. C'est notre pays, c'est de notre pays qu'il s'agit. Alors, dernière question avant de lire les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent. Vous répondez à cette question que se posent des milliers de Congolais. Semble-t-il que cette guerre a fragilisé le président de la République au regard de ses habitudes, notamment lorsqu'il, en fait, ses habitudes de se déplacer un peu plus régulièrement. Depuis l'occupation des Goma, le président, il n'effectue plus beaucoup d'autres déplacements, comme se disent les Congolais. Bon, les Congolais doivent d'abord savoir que le président s'est déplacé beaucoup avant d'être président pour des raisons politiques, qui pouvaient l'amener à X ou Y endroit. Et que pour ceux qui voyagent, qui sont des responsables, ils savent que chaque vol que vous prenez, c'est un risque que vous prenez. Ils doivent être rassurés que le président ne voyageait pas parce qu'il avait les loisirs de le faire. Il le faisait parce qu'il estimait que c'était nécessaire d'aller rencontrer un président, rencontrer un gouvernement, parler de son pays. C'est pour ça qu'il le faisait. Il se rend compte finalement que tout ce monde avec qui j'ai eu des contacts, tous ces gens qui disaient qu'ils aimaient la RDC, c'est des complices. Il se rend compte. Il arrête de partir le fréquenter. Cela ne veut pas dire qu'il est fragilisé. Merci, mais il prend la leçon, il comprend que j'ai été grugé, je suis là, j'y reste. Et donc, un président sérieux ne peut qu'être inquiété quand son pays ne va pas. Merci, maître Je ne te vois pas, Moses. Tu es dans une situation de deuil. Tu es dans une situation de faiblesse où il y a des problèmes dans ton foyer sérieux.
tu peux être content. Pas du tout. Le président doit être triste. Ça, c'est normal. Il est en train, effectivement, de trouver des solutions. Mais cela ne nous empêche pas, même nous, il y a eu des localités qui ont été conquises par l'ennemi au moment où le chef s'est trouvé à l'extérieur. Mais bien sûr, pourquoi il partait à l'extérieur? J'essaie de vous expliquer. Merci. On ne part pas parce qu'on a envie de s'amuser. Merci Donald mais Kabasele. On part parce qu'on avait besoin de rechercher effectivement des solutions pour son pays. On va lire les auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir RTGA. Il dit Félix vient de rater l'opportunité d'être le président le plus populaire de l'Afrique, car pendant que le peuple lui demande de faire la guerre avec le Rwanda, lui préfère le dialogue qui n'aboutira à rien. Cependant, qu'il appelle la communauté internationale de sanctionner Kagame, lui sur la même table, et Kagame, on te prend pour un aventurier. Pas de position claire pour Chilombo. Message non signé. Je n'ai pas bien aussi saisi le message juste à la fin. Bonjour RTGA, nous demandons à l'Union sacrée pour la cohésion nationale, pour l'unité nationale, Babi Misaba opposant Nyos Oyobazan à prison, honorable Mukebai, honorable Kabund et d'autres qui sont dans des couloirs de la mort. Nous demandons aussi que les députés de ministres qui touchent rien durant ces mois pour la raison des guerres. Grand révolutionnaire à Mekao, c'est son nom. Autre message. Bonjour Moses. C'est M. Francis depuis la commune de Ngaliema. S'il vous plaît, l'émission de brief. Bon, c'est votre point de vue. Désolé, je ne sais pas poursuivre la lecture de votre message, malheureusement. Bonsoir RTGA. Je tiens aujourd'hui à donner raison au dernier survivant de l'UDPS. Je cite Jean-Marc Abound qui avait parlé de l'incompétence du régime. Tshisekedi a passé 6 ans au pouvoir. Il a fait des tours du monde, il a oublié d'organiser l'armée, il s'est appuyé sur sa diplomatie agissante de l'autocomi-wapi. Mon mobile, il a raté. Message de Léon. Bonjour, RTGA. On ne peut pas espérer une solution venue d'un sommet où les drames de Goma est ignoré. La solution, c'est les dialogues entre les Congolais pour unir nos forces. Un long message de Roi David que je vais écourter. Bonjour ma radio. Combien de fois UDPS disait la guerre, c'est Kabila. Aujourd'hui, ce n'est plus Kabila, c'est le mine. Notre malédiction, c'est UDPS au pouvoir. Ogi à Kinshasa. Salut Moïse. Dis à ton invité que le Congo n'est pas dirigé par le prêtre ou le pasteur. Seul le président Félix qui est actuellement des garants du bon fonctionnement des institutions. Message de Roda depuis Bel Air Ancélé. Bonjour, ma radio, apparemment, M. Kabasele n'a plus d'arrogance comme d'habitude. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Message d'Ntumba. On va lire 2 derniers messages, ou 3 peut-être. Bonjour, en débrief, la RDC doit agir comme le Mali et le Burkina, le Niger, pour se libérer de toutes ces puissances qui se sont cachées derrière le Rwanda. Peut-être nous pouvons franchir le premier pas. Eric depuis Brazzaville. Bonjour cher Moses. C'est vraiment dérangeant d'entendre de tels propos sortir de Donald Kabasele qui nous disent un peu pourquoi, pour eux, les autres partisans de l'UDPS jettent la faute aux autres. Les évêques ne dirigent pas le pays. Boris Bora Ndaye depuis Gombe. Bonjour. Ma radio dit à messieurs de l'UDPS UDPS a aussi signé je ne sais pas. Vous avez signé quoi? Il faut bien écrire s'il vous plaît, aidez-nous à bien comprendre. On va lire le dernier message. Bonjour RTGA, que notre président rende cette guerre populaire en nous achetant une arme congolais pour en finir une fois pour toutes avec le Rwanda. Message de Chibangu Wanda Ndaya, je ne sais pas si depuis Mbujima il nous suit. Et voilà qui met un terme en débrief de ce lundi 10 février sur les ondes des antennes de RTGA. Maître Donald Kabasele était l'invité de cette tranche, je dirais, spéciale, réalisée par Ngos Masela, Fiestambu, Florian Massamba, et derrière les caméras, c'était Guillaume Kakwenda, et David Machira. Émission à suivre tout à l'heure en rediffusion à 22h30 heure de Kinshasa.
sur la 88.1 FM, fréquence radio de RTGA, et à 23h30, heure de Goma, où vous nous suivez sur la 87.5. Christian Moses Massunga, vous avez présenté cette émission. Restez avec nous sur RTGA et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.